Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Sylvain Longuet, assistant de recherche au laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal. Pour la webconférence d'aujourd'hui, nous accueillons Julien Bois, conseiller en cybersécurité spécialisé en architecture de solutions pour la gestion des identités et des accès. Lors de cette webconférence, notre invité procurera bon nombre d'informations pratiques utiles pour se protéger, son entreprise et ses clients en matière de cybersécurité. Cela sera présenté au travers d'une perspective juridique faisant l'inventaire des exigences de cybersécurité prévues par la loi, ainsi que les bonnes pratiques ou recommandations émises par des organismes gouvernementaux au Canada et aux États-Unis, par exemple. Sans plus attendre, Monsieur Bois, je vous laisse la parole. Donc Voilà. aujourd'hui, comme Sylvain disait, discussion sur les bonnes pratiques de cybersécurité, en particulier où trouver de l'information. Il y a tellement de choses à dire qu'il faudrait plusieurs jours pour couvrir tous les sujets. Donc je vais surtout essayer de faire un inventaire des choses à regarder et puis ensuite discussion sur les exigences légales et en fait peut-être un peu mettre en avant la faiblesse des exigences légales et où trouver vraiment de l'information utile en dehors des éléments de droit pour avoir une bonne cybersécurité et aider ses clients. Tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Julien Bois. J'ai une quinzaine d'années d'expérience en cybersécurité que j'ai eu en France et au Canada. Je travaille beaucoup dans les domaines financiers, gouvernementaux et éducation. Accessoirement, j'enseigne aussi dans des programmes de cybersécurité. J'ai un historique assez technique. J'ai une formation d'ingénieur au départ, mais le droit m'intéresse beaucoup et j'ai des formations annexes en droit, donc c'est toujours un domaine, le lien entre les deux, qui m'a beaucoup intéressé. On pourra parler un peu des deux aspects. Donc aujourd'hui, comme on disait, les bonnes pratiques de cybersécurité pour chacun d'entre vous, pas uniquement pour les organisations, mais aussi pour les individus. Et en général, d'ailleurs, quand on veut bien protéger l'organisation, c'est l'individu qui compte. Ensuite, les obligations légales, mais ça sera assez court parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de détails dans les éléments légaux en termes d'obligations légales. On ira voir ensuite là où on peut trouver de l'information et là où on peut aider nos propres clients ou d'ailleurs nos propres organisations à être plus sécuritaires ou à se conformer à certaines exigences. Commençons par les bonnes pratiques. Donc, comme je disais, c'est surtout des listes d'éléments que vous pouvez aller par la suite trouver vous-même sur Internet avec pas mal de détails. Je vais cliquer sur certains, on va regarder un petit peu et je crois que je vais être obligé de passer en mode. Je vais être obligé de passer dans ce mode-là pour aller voir un petit peu les quelques liens que je mettais ici. Donc ici, j'ai 3 liens différents qui vont identifier pas mal de bonnes pratiques. C'est vraiment destiné à tout le monde. C'est vraiment pour que chacun puisse améliorer ses bonnes pratiques, sa cyberhygiène à tous les jours pour être plus sécuritaire dans votre activité personnelle et votre activité professionnelle. Donc, le premier, penser cybersécurité, c'est vraiment à destination de tous les Canadiens. C'est le gouvernement fédéral qui met ça à disposition. Ça parle à la fois des risques, c'est quoi les différents risques contre lesquels on veut se prémunir. Ça va parler beaucoup de comment se protéger. Et il y a pas mal de discussions, enfin pas mal d'informations sur beaucoup de sujets. C'est quoi l'identité, c'est quoi les informations à ne pas communiquer, comment avoir ses bons mots de passe, comment construire un mot de passe fort, etc. etc. Et ensuite, il y a une partie qui va sur l'entreprise, mais on va en reparler un peu plus après. Et donc, c'est ici que moi, j'aime bien aller quand je dois aider une organisation ou des personnes à apprendre, on va dire, les bases en cybersécurité. Je ne vais pas aller dans le détail, on aura des sujets sur lesquels on pourra parler un peu plus là où moi, les choses que je préconise en premier, en particulier sur les mots de passe, mais on en parlera un petit peu plus tard. Je vais revenir sur la présentation, on va aller voir le deuxième lien. OK. SyrenRisk, c'est une organisation collaborative entre les universitaires, enfin les établissements d'enseignement supérieur qui sont au Canada et qui sont en cybersécurité. Donc il y a beaucoup d'enseignants en cybersécurité qui vont mettre à disposition gratuitement également, tout ce que je présente est gratuit, gratuitement également du contenu qui permettra à chacun d'apprendre en cybersécurité, d'améliorer ses pratiques à tous les jours et d'être plus sécuritaire. Je vais faire un petit tour sur la question pour voir si
Sylvain, est-ce que je peux te laisser juste répondre? Pour moi, je suis à l'aise avec partager la présentation, l'ensemble des liens qui sont dedans. C'est beaucoup de liens, donc c'est utile d'avoir la présentation à disposition avec tout le monde. Mais peux-tu confirmer que la présentation sera envoyée à tous les participants? Oui, si vous le souhaitez, je pense qu'elle Je suis sera à l'aise avec ça. envoyée. Voilà. OK. Donc oui, tout le monde aura la présentation après. Pas la peine de prendre de notes, pas la peine de prendre d'impression d'écran, pas la peine de recopier tous les liens qui sera là. Ça sera inclus avec. Donc Sirène Risk, c'est ça, présente aussi pas mal de contenu. Ici, c'est du contenu un peu plus visuel et vidéo. Vous avez beaucoup de gens, en particulier sur la partie francophone, qui sont justement des enseignants ou des personnes qui travaillent à l'Université de Montréal. Donc vous allez peut-être retrouver beaucoup de gens que vous connaissez personnellement ou voilà, qui sont à Montréal. Donc pas mal de concepts aussi, de choses qui sont expliquées. Même chose, destinées à tout le monde, et même chose en français, mais dans chacun des deux références que j'ai ici, si vous voulez le faire en anglais, vous avez la version anglaise qui est à peu près aussi riche que la version francophone. Euh, Même type de contenu. Des fois, là, certains contenus seront présents que en français ou que en anglais, mais en général, c'est assez bien balancé entre les deux. Revenons sur le troisième lien dont je voulais parler. C'était là, par contre, ça ne sera uniquement qu'en français, vu que ça vient du gouvernement français. C'est une formation en ligne gratuite toujours où je pourrais l'ouvrir. Est-ce que j'ai mes mots de passe? Tiens, je vais justement parler d'un sujet que j'aime bien. Un outil que j'aime beaucoup, c'est le gestionnaire de mots de passe. Ça vous permet d'avoir des mots de passe uniques, ça vous permet d'avoir des mots de passe forts, complètement aléatoires. Et le jour où les sites que vous utilisez se font hacker et que le mot de passe va être divulgué à d'autres, au moins il n'y a que ce site-là qui va être impacté. Vous n'aurez pas tous vos sites qui vont être à risque. Et puis, en général, de toute façon, les sites ne le savent même pas que quelqu'un a récupéré un mot de passe, donc vous ne le saurez pas non plus. Et donc, c'est mieux de se prémunir contre avoir l'ensemble des sites que vous utilisez qui se fassent compromettre parce qu'un des sites a eu un problème. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien avoir un mot de passe complètement différent pour chacun de mes sites. Et c'est pour ça que j'utilise un gestionnaire de mots de passe. Ici, c'est LastPass, si vous voulez un gestionnaire francophone. Enfin, francophone aussi, mais basé au Canada, vous pouvez utiliser OnePassword. Il y a même utiliser les gestionnaires de mots de passe qui sont dans vos navigateurs Internet, ça fonctionne aussi. En tout cas, euh, c'est une bonne manière de beaucoup améliorer sa sécurité et d'être sûr que quand il y a des problèmes sur certains sites, vous ne serez pas impacté autant que si vous aviez le même mot de passe partout. Et donc là, c'est ça, c'est un site qui vous permet d'avoir de la formation et les formations, il y a des vidéos, il y a du contenu, il y a des questions, il y a des quiz, il y a des tests. C'est très interactif, ça prend quelques heures pour chacun des modules et ça vous permet d'améliorer vos connaissances ou les connaissances des employés de vos organisations clientes. Vous pouvez suggérer à certaines organisations juste d'inscrire leurs employés sur ce genre de site et ils vont apprendre beaucoup de choses parce que ça parle à la fois de la sécurité à la maison, mais de la cybersécurité aussi au travail. Revenons sur la présentation. Donc ici, je faisais 3 liens utiles à aller découvrir pour apprendre davantage en cybersécurité. Ensuite, comment on fait pour améliorer la cybersécurité de son entreprise, de sa petite entreprise ou des petites entreprises qui pourraient être vos clients. Même chose, même principe, 3 liens. Les 2 premiers liens sont plus des listes de bonnes pratiques, de choses à mettre en place, de solutions. Le dernier lien est plus quelque chose que le gouvernement fédéral propose pour s'assurer que les petites entreprises sont sécuritaires. C'est plus quelqu'un qui va venir vérifier dans l'entreprise que les choses ont été mises en place et que votre organisation est sécuritaire. C'est plutôt pour avoir une garantie que l'organisation est sécuritaire. Donc, même principe, on peut aller faire un petit tour sur donc pas mal de contenu qui est assez facile d'accès, ça se comprend assez bien. C'est un peu plus technique que les contenus qu'on avait vus avant, c'est destiné aux entreprises, mais même idée, explication des risques, explication des bonnes solutions, choix des mots de passe, filtre des spams ou des choses comme ça. Donc pareil, pas mal de contenu, quelques questions, quelques petites choses pour vérifier que vous savez à peu près lu le contenu pour être sûr que vous pouvez améliorer la sécurité de votre entreprise. Donc ça, c'est le premier. Les trois démarches, les trois outils sont
tous proposés par le gouvernement fédéral et vous pouvez probablement trouver des choses équivalentes pour certains gouvernements provinciaux ou pour d'autres organisations internationales. Donc là, ce sont pareil, même chose, que des exemples, mais c'est une bonne manière de commencer pour sécuriser les choses. Et c'est vraiment petite entreprise, donc c'est vraiment, même si vous avez une structure qui a 5 personnes ou 10 personnes, ou juste pour vous, vous pouvez y faire un tour, regarder les différents contrôles à mettre en place et regarder ceux qui vont s'appliquer à votre taille d'entreprise. Donc, quand on parle de cybersécurité, en général, il y a des risques, il y a des menaces, et il y a des contrôles qu'on met en place dans notre organisation pour essayer de parer à ces risques et à ces menaces. Il n'y a jamais de situation où on pourra mettre en place des contrôles qui vont être parfaits et qui vont faire en sorte qu'il n'y a aucun risque. Le risque existera toujours, vous pouvez toujours améliorer votre sécurité, il y aura toujours du risque qui sera là. Mais quand on parle de cybersécurité, on parle de mettre en place des contrôles. Beaucoup de gens pensent uniquement au contrôle technologique, où on met en place un outil, un système, un serveur, une solution. Mais en fait, beaucoup de choses sont plus dans le domaine des contrôles dans l'organisation, dans la formation, dans les bonnes pratiques au quotidien, l'évolution des processus. Et donc, en ayant un petit aperçu de ce genre d'outils, comme ici, vous pourrez voir tous les aspects, pas uniquement la partie technologique, mais aussi toutes les parties organisationnelles qui peuvent être utiles pour améliorer votre organisation ou celle de vos clients. Je vais revenir sur la présentation. Donc ça, c'était vraiment sécurité pour tous, sécurité pour l'entreprise, pour votre entreprise, pour vos clients. Maintenant, si vous voulez aller un peu plus loin, et puis je vais être rapide sur ça parce que c'est pas normalement c'est pas le métier que vous voulez faire, la cybersécurité, mais si vous voulez l'apprendre davantage, toujours Sirène Risk propose un répertoire de tous les cours qui ont lieu dans les organisations d'enseignement supérieur au Canada. Donc tous les cours, tous les programmes qui ont lieu sont listés ici. Il y en a beaucoup à Montréal et pas uniquement, bien entendu. Et puis en plus de ça, ici des liens que j'aime bien utiliser quand je veux apprendre davantage sur certains sujets en cybersécurité. Udemy a des cours qui vont peut-être une quarantaine d'heures de cours, des fois pour 20 $. EDX, vous pouvez avoir du contenu qui vient d'universités très réputées pour sans frais, si vous ne voulez pas avoir de certificat à la fin, c'est gratuit de s'y inscrire. LinkedIn Learning, j'ai oublié le nom d'avant, mais c'est pas grave. LinkedIn Learning, c'est pas mal de contenu. Ça coûte 20 $ par mois, quelque chose comme ça. C'est gratuit dans beaucoup de collèges et d'universités qui ont un accord avec eux. Tous les employés, les professeurs, les étudiants ont un accès gratuit. Et puis après, pareil, Pluralsight et Coursera sont d'autres outils sur lesquels vous pouvez aller, d'autres plateformes, beaucoup de contenu. Et vraiment pas, enfin, aucun de ces outils-là ne coûte plus que 20 ou 30 $ par mois pour y avoir accès si vous voulez apprendre beaucoup de domaines en cybersécurité. Et puis, si jamais vous voulez apprendre encore plus, ici, je vous ai mis une petite liste des certifications qui permettent d'être reconnues en cybersécurité. Donc, même chose, c'est pas ici que vous allez. Je pense pas qu'aucun d'entre vous n'ira se dire je veux devenir expert en cybersécurité. Après, c'est quand même un domaine bien lucratif et un domaine super intéressant de mon point de vue. Mais vous pouvez voir certaines des certifications de base que les gens vont rechercher. En général, en cherchant à être formé sur ces certifications-là, vous allez apprendre des choses de base aussi. Et les choses qui sont les plus fondamentales, en général, c'est quelques heures de formation uniquement. Donc, là, c'est ce que quand vous cherchez quelqu'un, si vous voulez de l'aide en cybersécurité, ici sont les certifications qui sont les plus reconnues. Ça veut dire que quand vous cherchez un conseiller qui va vous aider, par exemple, regardez si lui, il a une de ces certifications-là qui sont celles qui sont les plus réputées dans le domaine de la cybersécurité. Si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai toutes celles-ci, mais après, c'est plus la quantité de certifications qui compte, et puis chacune a une variation un petit peu différente. CISSP, c'est celle que je trouve la plus large et qui permet de couvrir pas mal de domaines en cybersécurité, et donc celle que je recommande en premier si vous voulez vérifier les compétences d'un conseiller qui va vous aider dans le domaine. Et puis, toutes ces organisations-là sont des organisations qui forment et qui testent les gens en cybersécurité. Donc, même chose, sur leur site internet, vous allez trouver de l'information sur n'importe où vous cherchez sur les plateformes de formation dont je parlais juste avant, vous allez trouver
du contenu de formation qui va vous aider à apprendre, qui va être en général en lien avec les certifications que ces organismes donnent. Donc ça peut être aussi une bonne manière d'aller explorer, d'apprendre un peu plus en cybersécurité. Ok, on a parlé de la partie ce qui peut vous aider personnellement. J'ai parlé du gestionnaire de mots de passe un petit peu. On peut parler d'autres sujets si vous voulez. Je vais l'ouvrir un peu plus sur la partie légale et puis on va partir avec ça et ensuite on va regarder des questions-réponses au fur et à mesure. Donc, au niveau légal, quelles sont les obligations? En fait, il y a très peu d'obligations qui sont indiquées dans la loi. Celles que je vois, je ne sais pas si vous voyez ça ou pas, je vais le bouger. Est-ce que je peux le bouger? Normalement, je devrais pouvoir. L'obligation légale que j'utilise le plus souvent, qui est celle qu'en général beaucoup d'organisations vont regarder, c'est la nécessité de protéger les informations personnelles. Donc, je vais vous montrer rapidement le lien que j'utilise qui liste toutes les obligations dans chacune des provinces. Donc, le commissariat à la protection de la vie privée du Canada, c'est un peu le représentant au niveau du fédéral de la protection des informations personnelles. Il y a un équivalent dans chaque province. Au Québec, ça va être la Commission d'accès à l'information du Québec. En Ontario, il y a le Bureau du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario. Et chacune de ces provinces va avoir des règles distinctes sur qu'est-ce qui doit être protégé et comment ça doit être protégé. En général, il n'y a pas beaucoup de règles sur comment ça doit être protégé, c'est surtout des règles sur qu'est-ce qui doit être protégé. Donc, les lois sont découpées souvent en fonction du type d'information personnelle et de l'organisation qui doit les protéger. Par exemple, au Québec, il y avait une première loi qui avait été mise en place qui s'appliquait uniquement au secteur public. C'était comment le secteur public était obligé de donner accès aux informations qui concernent les personnes. Ensuite, ça a été étendu pour que le secteur privé, que n'importe qui, dans une organisation, gère des informations personnelles, puisse aussi avoir ce genre de protection également. Et puis, après, il peut y avoir des lois spécifiques à des domaines d'activité. Et ce qui se passe en général au Canada, c'est qu'il va y avoir des lois qui vont être spécifiques au domaine de la santé. Donc, les informations personnelles qui sont liées à la santé des gens sont des choses qui ont des lois particulières qui vont les protéger. C'est le cas en Ontario, c'est le cas au Québec, c'est pas le cas dans toutes les provinces ou territoires, mais en général c'est le cas. Et donc là, il y a des lois particulières qui en fait protègent aussi les informations des dossiers de santé des personnes. Et donc celle que je regarde en général, c'est la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Celle que j'avais tantôt affichée, et c'est là où, ici, on peut voir toute personne qui exploite une entreprise doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits, et qui sont raisonnables compte tenu notamment de leur sensibilité, de leur finalité, de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre les mesures de sécurité pour assurer la protection des renseignements en fonction, en particulier, en général, on se base sur la sensibilité de l'information. Certaines informations sont plus sensibles que d'autres. Donc ça, c'est une chose qu'en général est faite par les professionnels de la cybersécurité, c'est d'estimer le niveau de sensibilité de l'information. Par contre, il n'y a rien dans la loi qui va dire qu'est-ce qui est approprié. Ici, on parle de raisonnabilité, on parle de on parle de qu'est-ce qui doit être raisonnable. Rien n'est indiqué. Et en fait, ce qui est raisonnable va dépendre de l'évolution de la technologie, va dépendre de l'évolution du marché, va dépendre de l'évolution de beaucoup de choses. Donc, rien dans la loi ne montre que vous pouvez garantir que quelqu'un protège suffisamment les choses. Donc, la difficulté, c'est d'arriver à protéger les choses et à le montrer suffisamment. Je vais regarder quelques questions que je récupère au fur et à mesure. Oh, pardon, c'était juste pour le son. Donc ça, c'est la partie qui est applicable au Québec pour les entreprises, pour les organisations privées. Donc toute entreprise, par exemple, qui traite des informations personnelles. Et donc, information personnelle peut être aussi simple que le prénom et le nom de quelqu'un. C'est déjà de l'information personnelle. Ce n'est pas de l'information sensible. Donc, il faut faire attention à cette distinction. Information personnelle, c'est tout ce qui fait référence à une personne, que l'information soit sensible ou non. Et il y a plusieurs degrés de sensibilité. Et donc, il faut les protéger adéquatement, mais la protection est plus importante quand l'information est sensible. Quelles sont les informations sensibles? Ce sont les informations qui vont être liées à
la santé de la personne, informations qui vont être financières, combien d'argent j'ai sur mon compte, c'est quoi mon numéro de compte, c'est quoi mon numéro de carte bleue, carte de crédit, pardon. Ça va être des informations qui vont être liées, principalement la partie financière et la partie santé sont les plus importantes, mais ça peut être lié à l'emploi, ça peut être lié à pas mal de choses. Et donc, à partir du lien que j'avais donné ici, vous pouvez retrouver les obligations qui sont indiquées dans les autres provinces, les autres territoires ou les autres types d'organisations. Mais aucune des lois que je connais n'est précise en termes de c'est quoi le système, le mécanisme à mettre en place pour protéger les informations. On va en parler un peu plus tard. Autre exemple, on parle beaucoup de RGPD, la partie protection de la vie privée de l'Union européenne. Beaucoup de gens en parlent. Et puis, comme c'est une loi qui est un peu extraterritoriale depuis l'Union européenne, elle peut s'appliquer au Canada. C'est un débat que je vais vous laisser avoir parce que c'est vous les professionnels du droit. Mais si jamais elle s'applique, voici la partie qui peut nous intéresser ici. C'est qu'il y a une obligation très similaire de dire il faut protéger les données à caractère personnel. Là, c'est un peu plus clair sur contre quoi il faut faire la protection. Et on parle de traitement non autorisé, on parle de perte, de destruction, de dégâts d'origine accidentelle, et il faut avoir des mesures techniques et des mesures organisationnelles appropriées. Et donc, toujours pour protéger intégrité et confidentialité. En général, en cybersécurité, notre objectif, c'est les données, protection des données. Et la protection des données, elle vient avec trois aspects. Ils en parlent de deux ici. Confidentialité de la donnée, être sûr que personne qui ne doit pas avoir accès aux données n'y a accès. Intégrité, être sûr que personne qui ne doit pas pouvoir modifier les données ne puisse le modifier. Et puis le dernier, disponibilité, être sûr que quand les gens veulent avoir accès aux données, ils puissent y avoir accès. Bon, l'Union européenne, si la donnée n'est pas disponible, ce n'est pas leur problème. Eux, leur problème, c'est plutôt être sûr qu'elle n'est pas modifiée ou qu'elle n'est pas perdue ou volée par quelqu'un qui a des mauvaises intentions avec ça. Et donc, c'est à la personne qui s'occupe du traitement de l'information de démontrer que ça, c'est respecté. Ça veut dire que le texte de l'Union européenne indique que non seulement il faut que vous soyez capable de protéger les données correctement, mais qu'en plus, vous soyez capable de démontrer que vous protégez les données correctement. Une fois de plus, ils ne disent pas comment, ils ne disent pas quel mécanisme à mettre en place, mais ils disent qu'il y a des choses qui sont technologiques et ils disent qu'il y a des choses qui sont organisationnelles. Et on en parlait un petit peu avant, il y a vraiment ces deux aspects-là. Ce n'est pas uniquement de la technologie qui va vous aider, c'est beaucoup de choses qui sont au niveau de l'organisation, des politiques, des choses comme ça. Je faisais un petit timing. Ok, je suis à peu près à la moitié du temps et je suis à peu près à la moitié du contenu, même plutôt 2 tiers du contenu. Donc, je pense qu'on est pas mal bon sur le timing et puis on aura de la place encore pour les questions à la fin. Autre exigence, dans un contexte différent, ici, on parle d'exigences contractuelles et non pas d'exigences légales. Ça veut dire que tant que vous ne voulez pas travailler avec Mastercard et Visa dans mon exemple, donc l'exemple c'est PCI DSS, qui est un ensemble d'exigences qui sont beaucoup plus précises cette fois-ci, qui ont été mises en place par les organismes de cartes de crédit pour protéger les informations liées aux cartes de crédit. Et ces exigences-là sont contractuelles. Donc si quelqu'un, si vous voulez accepter des paiements par carte de crédit, vous allez signer un document. Vous êtes obligé de signer un document qui dit que vous devez vous conformer à ces exigences-là. C'est peut-être une ligne quelque part dans un document plus générique, mais ça y fait référence. Ça veut dire que Visa et Mastercard, et puis tous les autres en fait, qui les ont rejoints par la suite, American Express, JCB International, Discover, ils ont cette obligation qu'ils imposent à toutes les personnes qui vont traiter les numéros de carte de crédit. Et dans ce document-là, il va y avoir une centaine de règles qui vont être beaucoup plus précises, beaucoup plus détaillées, qui disent exactement quoi faire ou quoi ne pas faire. Exemple, là c'est un exemple que j'ai pris, que vous voyez à l'écran. Ne pas stocker le code d'identification personnelle ou le code ou le même PIN crypté après l'autorisation. En gros, ils disent, dans votre système informatique, vous pouvez prendre le PIN, mais si vous le prenez, c'est uniquement au moment de l'autorisation. Une fois que l'autorisation est faite, il ne vous est pas autorisé de le stocker nulle part, y compris dans des fichiers d'historisation ou des choses comme ça. Et donc là, le contrôle est ici. Ça, c'est l'exigence contractuelle. Le test ici, c'est le test que la personne qui va venir tester sur place va faire pour être sûr que c'est respecté.
Et là, la directive, c'est plutôt le texte, l'explication, le pourquoi est-ce que c'est important de faire ça comme ça. Donc là, vous avez, avec PCI DSS, un exemple d'obligations qui sont beaucoup plus détaillées, qui sont beaucoup plus techniques, qui sont beaucoup plus précises. Et puis, en plus de ça, la manière dont les gens vont venir tester que vous respectez ces exigences-là. Même chose pour les cartes de crédit au niveau, la manière dont les cartes à puce fonctionnent avec EMV. Même principe, c'est un regroupement de tous les systèmes les organisations de cartes de crédit qui sont mis ensemble, qui ont défini des règles et qui vont valider tout système, tout mécanisme qui touche à la puce dans une carte de crédit. Donc ici, on est sur un domaine où il n'y a pas d'obligation légale, mais les organisations qui veulent avoir certaines activités vont être obligées de se conformer avec une obligation contractuelle qui, elle, va être précise cette fois-ci, beaucoup plus précise parce que ça dit exactement quoi faire. Maintenant, en gros, j'ai pas répondu à la question parce que maintenant, les obligations légales, la seule que j'ai vue, la seule dont j'ai parlé, c'est de se dire il faut qu'on protège les informations personnelles. Et donc, il faut avoir une bonne cybersécurité. Mais au final, on ne sait toujours pas comment avoir une bonne cybersécurité. Donc, où aller chercher de l'information pour être un peu plus ambitieux sur c'est quoi la cybersécurité qu'on doit mettre en place, c'est quoi les références qui seront la plupart du temps utilisées dans le domaine pour mettre en place les bons contrôles. La référence la plus connue, j'allais dire, c'est ISO 27001. ISO 27001, c'est juste un... Ça contient vraiment deux parties, le 27001 lui-même et le 27002. Le 27001, ça dit juste qu'il faut que vous ayez en place dans votre organisation un système de mesure et d'évolution de la cybersécurité. Ça ne veut pas dire que votre cybersécurité est bonne, ça ne veut pas dire que vous êtes sécuritaire, ça veut dire que vous améliorez progressivement ou vous essayez d'améliorer progressivement votre cybersécurité. Donc quelqu'un qui est certifié ISO 27001, souvent il dit qu'il est sécuritaire. Non, il a démontré qu'il a l'intention d'améliorer sa cybersécurité progressivement, ça ne veut pas dire qu'elle est bonne. C'est important à retenir pour le 27001. Et puis dans le 27001, c'est très court, ça fait une page, ça dit juste qu'il faut que vous ayez un système pour mesurer votre cybersécurité. Ça ne dit pas ce qu'il faut que vous ayez en place pour être cybersécuritaire. Pour être sécuritaire, vous pouvez aller regarder le 27002 qui lui indique 114 contrôles très spécifiques, qui va dire quoi faire. Sauf que ces contrôles, une fois de plus, sont très génériques. Ces contrôles sont très génériques. Ça veut dire que, par exemple, les contrôles sur la cryptographie, donc là, c'est tous les chapitres qu'il y a dans 27002. En cryptographie, ils vont dire qu'il faut que vous ayez une politique d'utilisation des mesures cryptographiques. Donc, on parle de politique, avoir du papier, enfin des documents en place qui disent comment faire les choses, mais ça ne dit pas comment le document doit être construit, ça ne dit pas si votre cryptographie doit être bonne ou mauvaise, ça ne donne pas d'exigence sur ça. Ça dit juste qu'il faut que vous ayez une politique en place. Donc, respecter ISO 27002, au final, même s'il y a 114 contrôles, c'est des bonnes pratiques, c'est d'améliorer la sécurité, mais ce n'est pas une preuve que vous êtes sécuritaire parce qu'il n'y a vraiment rien de détaillé, de précis sur comment faire les choses ou quel est le type de choses qu'il faut mettre en place de manière spécifique. Ça, c'est ISO 27002. Si vous voulez avoir accès aux normes ISO, vous pouvez acheter les normes. Les normes ISO ne sont pas disponibles gratuitement publiquement. C'est 120 francs suisses, je crois, quelque chose comme ça. Et puis, vous ne pouvez pas les diffuser, bien sûr, vu que c'est l'information qui est payante à chaque personne qui veut consulter le contenu. Autre exemple de liste de références qui sont utilisées pour savoir quoi faire pour être sécuritaire pour une organisation. Et on parle là quand même d'organisations plus grosses en général. Donc, Aesaka a COBITS qui liste une centaine de contrôles sur la gouvernance des systèmes d'information et donc aussi la partie sécurité. Center for Internet Security Controls, c'est très précis. Ici, ils veulent vraiment des contrôles pour la sécurité sur Internet. Donc ça, on va aller faire un petit tour, voir si le lien il marche toujours. Ouais, c'est ça, il faut que je me réenregistre. Mais, hop, revenons sur le PowerPoint. Mais c'est assez précis, c'est assez technique, ça vous dit quoi faire pour être plus sécuritaire. L'association des CPA
des comptables aux États-Unis a aussi une liste qui est utilisée pour la partie protection de l'information personnelle et puis quelles sont les mesures de sécurité à mettre en place. Le gouvernement fédéral américain, sa publication 853, qui liste tous les contrôles à mettre en place pour être sécuritaire. Il y a à peu près 1000 contrôles. Le document fait plusieurs centaines de pages et il n'est toujours pas très précis. Même si pourtant il y a beaucoup de choses qui sont identifiées, mais ça ne dit pas exactement quel protocole utiliser, ça ne dit pas exactement quelle technologie utiliser non plus. Le gouvernement fédéral canadien a repris ce qu'avaient fait les Américains et au final c'est quasiment un copier-coller. Donc c'est le document de référence qui est utilisé pour le fédéral canadien quand on doit faire un projet en informatique. On doit suivre cette 900 contrôles. On pourrait faire un tour, on va regarder ça. Combien de pages? 270 pages qui vont indiquer les contrôles et qui vont être juste, OK, il faut que vous ayez une politique pour telle ou telle ou telle chose. Il faut que vous pensiez avoir un espace de stockage de vos sauvegardes qui soit à distance de l'espace principal, là où vous avez vos données, par exemple. Donc, comme on le voit, ça reste encore assez général, mais c'est ça, il y a une liste de 900 contrôles qui sont présents aussi pour le fédéral canadien. C'est ce qu'utilisent toutes les équipes ici à Ottawa. Oui, je vous parle d'Ottawa. Ici à Ottawa, qui travaillent sur les projets informatiques du gouvernement fédéral. Pour le faire un peu plus simplement, et ce qui est peut-être le plus utile de tout ça, pour la partie la plus simple, c'est le top 10 qu'a défini le Canadian Center for Cybersecurity, le Centre canadien de cybersécurité, où il y a uniquement 10 informations, je vais prendre la version française, 10 contrôles, 10 mesures qui sont identifiées, qui sont les plus importantes à mettre en place pour protéger votre système d'information, pour protéger vos données. Et donc là, avoir un pare-feu, avoir un routeur, s'assurer que les gens qui ont accès aux informations, les privilèges, c'est ça. S'assurer que les gens qui ont le plus d'accès sur vos systèmes d'information ont des systèmes pour s'authentifier avec plusieurs facteurs. Là, on parle déjà de choses qui sont un peu plus spécifiques, un peu plus concrètes, et puis il y a uniquement 10 mesures qui sont les plus importantes, donc ça serait bien les 10 choses à faire en premier. Ça ne veut pas dire que c'est complet, mais ça veut dire qu'il y a quand même les choses les plus importantes à faire en premier. Hop, je vais revenir sur ça. Pour avoir une vue d'ensemble un peu plus globale, ce que moi j'aime bien utiliser, c'est assez récent, c'est ce que NIST, qui est toujours le gouvernement fédéral américain, qui est un peu la référence mondiale en cybersécurité. Dès que vous voulez des guides en cybersécurité, en général, NIST est vraiment la référence. Toutes les normes technologiques qui sont utilisées pour l'encryption, pour les choses comme ça, sont définies par NIST, qui est fédéral américain. Ils ont des cas de travail en termes de privacy, cybersecurity, qui vont lister les endroits où on peut trouver les contrôles et qui vont faire la comparaison entre ces différentes choses que je vous ai listées ici. Rapidement, ici vous avez, OK, voici tous les domaines qu'il faut améliorer, voici les choses à mettre en place et voici où vous pouvez trouver le détail. Et là, si vous regardez rapidement, vous allez retrouver les choses dont je vous ai parlé, ISO 27001, NIST 853, COBIT. Et donc au final, ici, vous avez des références vers un ensemble de listes de contrôles, de où aller trouver de l'information pour mettre en place ces différents contrôles-là. Et c'est un peu la référence qui est utilisée de plus en plus dans les organisations pour améliorer leur cybersécurité. Donc c'est vraiment pour ceux qui sont plus ambitieux, qui ont une équipe dédiée à mettre en place la cybersécurité, qui veut faire un gros projet ambitieux d'amélioration de la cybersécurité, vu que ça prend quand même beaucoup plus de temps de parcourir tout ça. Et il y a beaucoup d'organisations qui proposent, en particulier Gartner, qui proposent c'est quoi les bonnes pratiques en cybersécurité sur tel ou tel domaine. Et là, par exemple, en gestion des identités des accès, qui est mon domaine d'expertise, j'utilise Gartner. Ils ont plus de 5000 guides, documents qu'ils publient, qui disent comment faire les choses correctement. Et ça va dans le détail de l'architecture, de quelles solutions utiliser, de comment mettre en place les choses. Et ça peut prendre des millions de dollars de mettre en place toutes ces choses-là, mais c'est une manière d'aller chercher de l'information sur un domaine très spécifique et d'avoir vraiment les bonnes pratiques à jour
du marché. Par contre, toute l'information de Gartner, elle est payante, il faut avoir un compte avec Gartner et puis c'est pas donné. Ouais, j'étais rapide au final. On peut revenir sur des sujets, je peux parler un peu plus de moi, ce que je préconise pour améliorer la cybersécurité en détail, mais j'ai essayé quand même de vous donner surtout de vous mettre à disposition les outils, les liens, les choses qui vous permettent d'aller trouver l'information vous-même, de comprendre un peu où chercher l'information pour améliorer votre cybersécurité et celle de vos clients ou de votre organisation. Maintenant, on peut parler de choses plus spécifiques, plus détaillées, un peu comme je parlais juste avant du gestionnaire de mots de passe, on peut parler de d'autres sujets particuliers. Donc un peu ouvert aux questions que tout le monde peut venir me poser maintenant. Mais je peux ouvrir le bal si. Vas-y. C'est-à-dire que quand on parle de tests, par exemple, sur les normes ISO, sur la 2702, je crois que c'était ça. Quand on 27002. parle, ouais, 27002, quand on parle de liste de contrôle, est-ce qu'on parle de contrôles qui sont effectivement faits ou est-ce qu'on parle d'une liste de contrôles qu'on n'est pas forcément obligé de respecter, mais vu qu'on a la certification, on l'a. Comment le contrôle justement des contrôles se fait? Donc, c'est une très bonne question. Il n'y a pas de certification sur 27002, il y a une certification sur 27001. Je ne connais pas d'organisation, et en général, c'est les grosses organisations de certification qui font ce genre de choses. Je n'en connais pas qui certifient sur 27002. Donc, quand on a la certification, la manière dont moi je le comprends, c'est que on certifie qu'on a un système de mesure de notre cybersécurité et puis on essaye de l'améliorer en permanence de manière itérative. C'est un peu ce que 27001 indique. 27002 avec la liste de contrôle, les gens ne se font pas certifier. Maintenant, la plupart des grosses organisations de certification vont aller regarder s'il y a une taille significative, un nombre significatif de contrôles qui sont appliqués. Et puis, idéalement, qui sont bien appliqués. Donc, non, il n'y a pas d'exigence de dire pour être certifié 27001, il faut que les 114 contrôles de 27002 le soient. Tout dépend de l'organisme de vérification, de certification. Mais il n'y a pas d'exigence qui dit qu'il faut qu'ils le soient tous. Et puis même quand on dit qu'il faut une politique d'utilisation des mesures cryptographiques, bon ok, je fais un morceau de papier, j'écris dessus, il faut encrypter les choses quand vous les envoyez à l'extérieur. Ça ne veut pas dire que les gens vont le faire dans l'organisation, ça ne veut pas dire que les outils sont là pour le faire correctement, ça veut juste dire que j'ai ma politique. Ce qui va en général, et l'exigence ici, c'est avoir des politiques, ça ne veut pas dire qu'on est sécuritaire. Mais c'est ça, il n'y a pas d'obligation de faire les 114. En général, c'est regardé, en général, c'est audité, mais ni l'efficacité, ni la présence même des 114 contrôles n'est une exigence pour être certifié. Donc, c'est un petit peu comme les obligations du RGPD, par exemple, les fameux registres de traitement qu'on demande de mettre en place, où finalement, Mhm. c'est mis en place, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière, on ne sait pas vraiment ce qui est mis en place pour protéger, etc. C'est la difficulté de traiter comment dire, le faire par vérification, de se dire est-ce que les choses sont en place, parce que ça évolue tellement, la technologie évolue tellement, les risques et les menaces évoluent tellement, que si un jour on définit c'est quoi les bonnes pratiques en termes de solutions exactes, 2 semaines plus tard, les mauvais acteurs vont le savoir, vont avoir évolué leurs menaces, et puis finalement, ça sera plus suffisant. Donc, la difficulté, c'est que si on essaie de trouver une liste quelque part de quelles sont les choses à faire et se dire, OK, maintenant je suis sécuritaire, non, personne n'est jamais sécuritaire à 100%. Et c'est pour ça que beaucoup d'organisations ont tendance à arrêter de regarder les listes et arrêter de regarder qu'est-ce qu'il faut faire et à essayer de penser en mode gestion des risques. C'est plus des listes, c'est des risques. Ça veut dire qu'on regarde, OK, c'est quoi nos menaces, c'est qui les gens qui veulent nous attaquer, c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire, ils veulent extraire l'information, ils veulent l'encrypter, ils veulent détruire notre service, faire en sorte qu'on soit plus disponible, etc., etc. Quelles sont les manières dont ils peuvent s'y prendre? Et puis, on va demander à des personnes qui s'y connaissent bien au niveau de la technologie de faire une attaque sur nos systèmes pour regarder comment on résiste à ce genre de risque, à ce genre de menaces. Donc, on est plus en mode gestion des risques et essayer de simuler une attaque d'un hacker plutôt qu'à de prendre des papiers et puis à regarder, OK, est-ce qu'on est conforme avec toutes ces choses-là? Merci beaucoup. Je vais prendre les questions du public maintenant. En matière de sécurisation de l'info nuagique, OneDrive, Dropbox, comment ça se passe? L'info nuagique est un gros débat pour beaucoup d'organisations. Je vois beaucoup d'organisations qui se posent la question d'aller dans le nuage ou pas, etc., etc.
je pense que l'important, c'est de regarder le niveau de confiance qu'on peut donner aux différents fournisseurs, parce qu'une fois que les données sont chez eux, c'est plus ou moins eux qui ont accès à vos données. Donc, il existe des systèmes pour que vous puissiez encrypter vos données avant de les envoyer chez eux. Eux-mêmes ne pourront pas y avoir accès. Maintenant, je trouve que c'est un peu excessif. Tant que les informations que vous envoyez dans le nuage ne sont pas des informations trop sensibles, moi, je dis d'aller avec les gros fournisseurs qui vont avoir la réputation suffisante. Et puis, quand vous envoyez de l'information, quand on va la récupérer, soyez sûr que ça soit encrypté. Mais en général, ils l'ont tous. Ça veut dire, soyez sûr d'avoir le petit symbole qui est ici, et puis avoir du HTTPS dans le lien que vous utilisez. À chaque fois que vous avez HTTPS, non pas HTTP, quand vous allez sur un site internet, ça veut dire que l'information qu'il y a entre votre ordinateur et le serveur, ça marche aussi quand vous envoyez de l'information dans l'info nuagique où vous le recevez, c'est juste un serveur web. L'information est encryptée. Ça veut dire que les personnes qui sont entre vous et le serveur ne peuvent pas voir l'information. Alors que si ce n'est pas encrypté, les personnes au milieu pourraient voir l'information que vous envoyez ou que vous recevez. Donc ça, je pense que c'est un élément important à regarder quand vous êtes sur le site d'un fournisseur d'info nuagique, quand vous consommez le service. Je ne suis pas sûr que ça réponde complètement à la question, mais c'est ça, c'est prendre les gros qui ont la réputation, vous n'avez pas les moyens de façon de vérifier leur sécurité, et puis de vérifier que les choses sont encryptées quand vous les envoyez dans l'info nuagique, et puis les choses les plus sensibles, ne pas les envoyer. Gardez-les uniquement sur vos serveurs, sur vos ordinateurs, ayez un backup, faites une sauvegarde, mais n'envoyez pas d'informations de carte de crédit de vos clients, n'envoyez pas l'information qui est vraiment très sensible pour vous. Merci beaucoup. On a une autre question. Quels sont les enjeux de cybersécurité lorsqu'on est en présence d'intelligence artificielle? Je pense que l'intelligence artificielle, c'est un enjeu plus sur un domaine éthique en général qu'un domaine de cybersécurité. Maintenant, l'IA est utilisée à la fois pour attaquer et pour défendre. Donc, dans les organisations qui sont les plus en avance en termes de cybersécurité, l'IA est utilisée pour observer à travers le volume d'opérations qui se passent sur un réseau ou dans des serveurs ou dans des services pour essayer d'identifier quelles sont les vraies menaces. C'est un peu comme un système qui scanne des virus. Quand on a un virus sur notre ordinateur, il y a un antivirus qui va nous dire vous avez un virus. Et en général, ils vont le dire comment? Ils vont le dire par deux choses. Soit il y a une mesure très claire qui dit oh, ça c'est le virus parce que c'est le code qui est dans le virus qui est comme ça. Mais en général, c'est plutôt on tente d'identifier le comportement des systèmes pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'inhabituel qui se passe. L'IA, c'est la seule chose qu'ils vont faire, c'est de voir s'il n'y a pas des choses inhabituelles qui se passent et et d'essayer d'être plus précis et plus accurate, plus d'être sûr que quand quelque chose est indiqué comme une menace ou quelque chose qui est indiqué comme on a actuellement un virus, on a actuellement quelqu'un qui est infiltré sur le réseau, ça soit vrai. Je connais des organisations pour lesquelles je travaille qui ont plus de 3000 alertes par jour de dire oh, il y a quelque chose qui se passe qui est bizarre. L'IA, ça va permettre de remplacer une partie de l'analyse qui est faite par les personnes, de se dire OK, on va identifier de manière plus efficace quelles sont les vraies menaces parmi celles-ci, quelles sont les choses qui ne sont pas des vraies menaces. L'IA en tant que telle, ce n'est pas une menace pour moi, c'est juste une menace quand c'est utilisé pour attaquer ou pour défendre un réseau. Merci. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de données personnelles, donc on a une question dans la continuité. Qu'est-ce que vous pensez du projet de loi 64? Je n'ai pas regardé le projet de loi 64, donc je n'ai pas d'opinion dessus. Mais si vous pouvez m'en parler quelques minutes, je pourrais donner une opinion dessus. Alors, en tant que tel, moi, je ne suis pas non plus super familier avec. C'est-à-dire que projet de loi 64. je l'ai parcouru, mais je n'ai pas. Je ne prendrai pas le risque de me mouiller sur le sujet. Loi sur l'utilisation d'armes à feu. Ok. Je crois que c'est celui d'au-dessus, sur la protection des données personnelles. Yep. Ok, il faudrait que je regarde un peu ce contenu complet de la loi. Ce que je vois beaucoup. En gros, c'est un projet de modernisation de la loi provinciale sur le renseignement personnel on parle beaucoup elle s'inspire beaucoup du RGPD, notamment en prévoyant des mesures amendes qui sont similaires. Oui, notamment au niveau des amendes, au niveau des…
Ok, donc là, je vois l'évolution que ça a et ça va dans le même sens que ce qui se fait en Europe, oui, et ce qui se fait en Californie maintenant et dans d'autres endroits. Euh, pour moi, c'est une démarche normale de mettre les moyens en termes de mesures pécuniaires en phase des lois, parce qu'aujourd'hui, il y a peu de risques pour une entreprise finalement de ne pas protéger l'information correctement. Il y a plus de risques que les usagers vont porter plainte, vont se retourner contre une organisation qui protège peu leurs données personnelles que d'avoir le législateur ou plutôt les organismes euh, de protection des informations personnelles qui vont leur donner des amendes importantes. Donc, je pense que c'est une bonne chose d'avoir des mesures qui soient plus fortes d'un point de vue financier contre ces organismes-là. Et puis, ça s'aligne avec les exigences qui ont été demandées au fédéral. Donc, le gouvernement fédéral, lors de la réélection de Trudeau, les lettres qui ont été envoyées pour chacun des ministères. Plusieurs ministères ont reçu de l'information par rapport à une obligation de, euh, de mettre à jour les lois fédérales sur la protection des informations personnelles. Et en particulier, il y avait sur vraiment la partie faut protéger l'information et il faut mettre en place des amendes ou euh, une force de comment dire, faut que les organisations qui ne respectent pas la loi aient des amendes plus conséquentes à payer quand elles ne le font pas. Donc, ça n'a pas encore été fait au fédéral, c'est pas encore en projet non plus, mais c'est quelque chose qui a été demandé en mois de novembre quand le Premier ministre du gouvernement fédéral a envoyé les lettres à chacun des ministères. Alors justement, ça tombe plutôt bien parce que j'ai un collègue assistant de recherche au laboratoire qui a fait une très bonne note de blog là-dessus. Et donc, du coup, il détaille les points de changement, notamment en matière de responsabilité. Euh, ce qui est assez intéressant. Le projet de loi, par exemple, exige que les entreprises se dotent de politiques de gouvernance à l'égard des renseignements personnels et qu'elles soient publiées sur Internet. C'est un petit peu ce qu'on retrouve justement en matière de contrôle, et c'est un petit peu le problème qu'on soulevait tout à l'heure sur le fait qu'on peut avoir des belles politiques de gouvernance, mais au final, ne pas forcément avoir L'efficacité ouais. d'efficacité. Voilà, c'est ça. Donc, donc, si ça vous intéresse, d'ailleurs, je vous enverrai la Ça note m'intéresse, ouais. précédente. Très bien. Je me suis rendu compte qu'on m'a posé la question que j'étais pas au courant du projet de loi, donc c'est une bonne chose que j'ai à me rattraper sur le sujet. Et René Verger nous dit que justement, ça placerait le Québec pas mal au même niveau que l'Europe en matière de protection des données personnelles. Donc, Je pense par contre que contrairement à l'Europe, ça resterait principalement applicable au Québec, alors que l'Europe a une tendance à faire de l'extraterritorial sur l'application de sa propre loi, ce qui pose des difficultés pour beaucoup de gens d'essayer de se dire est-ce que c'est applicable ou pas. Mais bon, c'est un autre débat. c'est aussi pour ça que les autres pays ou provinces prennent ce genre de dispositions, parce que justement, la portée du RGPD est extraterritoriale. Alors, on a une autre question. Quelle proportion des cyberattaques sont dues à un système Windows 10 avec update qui a été hacké, assez bon antivirus ou erreur humaine Si écrit mot de passe si 1, 2, j'avais 3, 4, 5, etc. si j'avais à choisir entre le 1 et le 2, je dirais que souvent l'erreur elle est entre le clavier et le siège. Ça veut dire que c'est souvent l'opérateur qui. C'est pas une erreur, c'est juste que souvent dans les organisations qui ont des systèmes assez avancés ou quand vous prenez des systèmes qui sont à jour. Donc, je dirais qu'au niveau technologique, la partie la plus importante, c'est de rester à jour. Mettez votre système d'exploitation à jour en permanence, mettez votre système antivirus à jour en permanence. Chacun des outils que vous utilisez, mettez-les à jour. Quand vous n'avez plus besoin d'un outil, supprimez-le. Soyez à jour. Il y a vraiment trois choses importantes en cybersécurité. Soyez à jour, soyez à jour, soyez à jour. Donc, si ça c'est fait correctement, les mises à jour sont faites, Windows 10, la dernière version, etc., un antivirus, pour moi, il n'y a pas de risque. Les risques vont être un mot de passe faible que quelqu'un va avoir trouvé sur un site qui n'est pas sécurisé correctement, qui est votre mot de passe et puis qui est utilisé partout. Ça va être une session ouverte éventuellement. Ça va être vous télécharger des choses que vous trouvez sur Internet qui ne sont pas fiables et vous les installez. Ça va être vous recevez un courriel qui vous dit qu'il faut cliquer ici pour changer les mots de passe de votre banque ou qu'il faut cliquer sur ce lien-là ou télécharger ça pour avoir des choses gratuites.
c'est en général l'usager qui n'applique pas les bonnes pratiques. C'est pas facile à faire, mais c'est principalement la manière de sécuriser les choses, c'est de la formation auprès des usagers. D'accord, merci beaucoup. Je crois qu'on n'a plus de questions. Je crois que tout a été répondu en tout cas. Merci beaucoup. Parfait. Moi, pour conclure, j'aimerais d'abord vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Je pense que c'était très instructif. Moi, j'ai beaucoup appris sur le côté pratique, effectivement, notamment avec les différentes normes qui sont là, les guides pratiques. Effectivement, on sait que les lois ne sont pas forcément précises et ne donnent pas de clés sur comment réellement assurer un environnement cybersécuritaire, je dirais. Donc, vraiment, je pense qu'on a appris beaucoup sur ce point et c'est très bien. J'aimerais aussi remercier le public pour la participation et les questions. Euh, même si on n'a pas pu forcément répondre aux interrogations sur le projet de loi 64, je pense qu'on a quand même fait le tour du sujet et que c'était une bonne chose. Je vous rappelle également au public que toutes les activités des 2 derniers mois sont disponibles en libre service sur le site internet web cyberjustice.ca et sur nos réseaux sociaux, dont cette conférence, dont vous allez nous envoyer la présentation pour qu'on puisse la joindre. Comme ça, les gens pourront consulter et avoir le support PowerPoint. Ce sera très bien comme ça. Donc, un grand merci à vous encore. Prenez soin de vous, de vos proches et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Un grand merci à tout le monde pour être présent et c'était vraiment un plaisir d'en discuter de ces sujets-là et à une prochaine fois.